Demain, c'est les élections européennes et voter est important. C'est pas un conditionnement pavlovien qui me vient et vous dit allez, s'il vous plaît, faites la société et reprenons le pouvoir. Là, c'est une action commune qu'il faut. C'est un bien. Et beaucoup ressortent Coluche, ils sont là à ronchonner. Mais tu sais, si voter permettait le changement, ah, ça fait bien longtemps que ça serait interdit. Eh les amis, moi je vous rejoins sur une chose. Le fait que on le met ce bulletin de façon anonyme après. On n'arrive pas à le suivre de nos yeux pour savoir, oui, ça chemine. Qui va le prendre et vraiment le dépouiller? Est-ce qu'il s'agit bien de mon vote ou encore Magouille et compagnie qui interviennent derrière, comme dans les affaires Big Malion et d'autres? Là, oui, il y a une question à voir. Mais ça ne doit pas favoriser le fait de nous sortir de la politique. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà abdiqué? Vous vous êtes couché face à eux? Alors, ceux qui m'ont questionné m'ont dit: Feno, tu vas voter pour qui? Tu t'orientes vers quel parti quand tu les vois tous comme ça dans leur machinerie, dans leurs mensonges, dans leurs allégations? Les amis, tous ceux que vous avez à l'écran, vous pouvez déjà les enlever. Ils ont été mis sur les projecteurs, sous ces projecteurs, pour bien apparaître à la télé, dans les médias, sur les affiches, afin de mener la terreur. Et il y en a, ils vont me dire: mais Feno, même Reconquête. Mais oui, même Reconquête. Quand Zemmour est à la tête de ce parti et te dit qu'il est pour l'Église, mais contre le Christ, c'est antichrist. Ce même Zemmour qui vient parler d'un nouvel ordre mondial et vous l'explique dans son idéologie avec la construction des BRICS, avec l'établissement de ce que l'on dénonce depuis je ne sais combien d'années maintenant. Comment vous pouvez vous engager dans ça? Surtout pour ceux qui se veulent chrétiens, traditionnalistes. Alors après, il y en a d'autres, où on peut en rire également quand on voit le niveau d'ailleurs d'Aubry et des autres parts de Camembert, jusqu'à même ce Bardella qui ne sait pas comment fonctionne le vote à l'Union européenne et qui était tout fier de montrer une affiche. Eh mais vous avez voté pour lui, regardez. Et Aubry de lui rappeler: non, le vote est anonyme. Monsieur Bardella, vous avez oublié comment fonctionne le mécanisme de l'Union européenne? Vous avez oublié toutes nos tromperies et ce qui se passe en corruption derrière, ou c'est comment? Mince. Et puis après les autres, axés sur l'écologie, où on va faire le grand changement, on dénonce l'exploitation des êtres humains sur notre territoire, mais par contre, chut, mettez sous tapis là ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Chine également, on n'a pas vu, on est aveugle. Alors, vous les voyez, sur différents plateaux télévisés, répéter les mêmes choses, ne jamais se mobiliser pour la vraie France, faire de temps en temps des effets d'annonce, et même pour d'autres, reprendre la thématique, c'est-à-dire qu'un parti doit afficher qu'une idée. Il va y en avoir, c'est le renouvellement intégral, d'autres, ça va être l'immigration à 100%, je pense à Aubry, le Bardella, ça va être de son côté l'immigration à stopper, et on va en avoir comme ça d'autres qui vont se présenter sous la forme que de l'écologie, que du parti animaliste. Ils rejoignent ni plus ni moins Mein Kampf. C'est une horreur, mais ni plus ni moins que l'idée qu'il n'y aurait pas des problèmes multiples, mais qu'on doit, vu que la masse est bête, en présenter qu'un seul. Même si derrière, dans leur programme, il y a d'autres idées. Alors, quand on regarde dans les plus petits partis, ceux qui ont moins le micro tendu, peut-être moins d'idées aussi à partager, on retrouve Adama Traoré, démocratie représentative, ou chouinerie représentative. Déjà candidat en 2019, Adama Traoré est de nouveau tête de liste aux élections européennes pour son parti Démocratie représentative. Sa liste porte le même nom. C'est dire l'ego de ces petites personnes. Je cite: avec ce parti, il s'érige contre le mal logement, l'oppression des minorités et l'institution et les violences policières, fait savoir Sud-Ouest. Il se définit lui-même comme le candidat des banlieusards. Alors c'est quoi? Après l'état de voyoucratie, peut-être une racaillerie? Oui, c'est peut-être un nouveau mot, un néologisme, je vous l'accorde, mais ça montre l'état du système. On avait les mafias avec les Sarkozy, les Hollande, des gens qui sont mis dans les affaires Air Cocaïne, dans encore Big Malion, dans, on peut citer comme ça Bettencourt, et puis je ne sais combien d'encours de toutes ces affaires qui ont aussi passé, étaient passées à la moulinette. Tac, 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 on fait en sorte de les balayer au plus vite.
ou les autres, on les camoufle. Et là, on a la racaillerie qui veut s'imposer. Celle de ce modèle banlieusard, où ni plus ni moins, on aura les choufs, on aura les contrôles. En fait, on aura tout ça, mais pas par un état policier, par des gens de cité. Armés de calaches ou de ce genre de choses, hein. Bon, j'exagère un peu, j'extrapole la représentation, mais c'est pour vous montrer. C'est comme s'ériger contre le mal logement. Quand on voit que le parc des HLM, des habitations en loyer modéré, eh ben, est occupé par plus de 70% d'immigrés africains ou de Français d'origine africaine. Et que seulement 10% des autochtones, eux, peuvent y résider dedans. Attendent des fois 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'y accéder. Qu'est-ce qu'il parle de discrimination, d'oppression? Quand il parle des violences policières, fera-t-il le même constat pour les violences des banlieusards? Des rats qui tirent à coups d'artifice sur la police, qui les filment en disant allez, dégage de là, t'es pas chez toi, ici, ça y est, t'as fait ton tour, ta ronde, barre-toi. Et qui parlent comme ça, la police, qui jouent au jeu du chat et de la souris, qui font péter les crosses partout, qui dérangent les voisins. Ça, on les entend pas, les Adama Traoré, comme ça. Ah, ils sont bons que pour prendre des subventions et crier au racisme, à leurs choses imaginaires. D'ailleurs, au passage, ils sont capables de s'axer sur l'esclavage, de la traite triangulaire, mais jamais de reparler des barbaresques, de la traite arabo-musulmane. Ça passe sous leur esprit. Après, on a les opportunistes, comme Florian Philippot, rejoint par d'autres profiteurs de l'Internet, comme Ragnarok, qui s'est positionné sur une branche de l'humour de très faible niveau. Après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, et qui rapidement ramène au pathos, au côté émotionnel et sentimentaliste. S'il vous plaît, financez la voiture. S'il vous plaît, financez-moi pour que je puisse voyager. Et puis, encore pour que je puisse m'opposer. Je suis patriote, regardez, j'ai ma carte orange. Mais qu'est-ce qu'il propose, ce Florian Philippot, si ce n'est des manifestations pour après se faire entretenir? Frais de restaurant, frais de service, déplacements. On peut ajouter encore des choses, hein. Les factures, elles s'épaississent. Elles se juxtaposent. Jusqu'à en faire des piles. Et qui ramènent jamais de l'énergie, hein. Là, on est sur des piles vides. Oui, si on veut faire un jeu de mots. Florian Philippot a déjà été député européen de 2014 à 2019. Qu'a-t-il fait? Combien a-t-il pris? Que porte-t-il en revendication? Mais c'était à l'époque sous l'étiquette du Front National, devenu Rassemblement National en 2018, qu'il a quitté en 2017 pour fonder le parti souverainiste Les Patriotes, dont il est aujourd'hui président. Toujours actuellement, en 2019, il était déjà tête de liste sans succès. Il n'avait recueilli que 0,65% des votes, c'est-à-dire quelques clampins d'Internet. En marge de son congrès, qui s'est tenu le 2 septembre 2023 à Arras, son parti a validé la présence d'une liste Les Patriotes, conduite par Florian Philippot aux élections européennes de 2024. Le 4 avril 2024, Jean-Frédéric Poisson, président de Vie la voix du peuple, annonçait que son parti ralliait les patriotes pour ce scrutin. Il faut tenter de remplir l'assiette, ou au moins en tout cas déjà de faire en sorte que le récipient qui sera partagé pour les représentants puisse leur faire l'entrée. Ce qui sera du repas, ils verront ça plus tard. Ce dernier figure en troisième position sur cette liste, dont le discours prône le souverainisme français et une sortie de la France de l'Union européenne et de l'OTAN, donc un copier-coller de ce que propose Asselineau. Une liste intitulée L'Europe, ça suffit. Tiens, comme on parle d'Asselineau, c'est bien pour lui que je vais voter, comme je l'avais fait aux élections présidentielles. Et j'avais également, il y a quelques années de ça, vu pour un autre qui a disparu de la scène politique, dont on ne voit un peu moins les discours, c'est, comment il s'appelle? Vous devez le connaître, c'est... oui, j'ai son nom qui m'a carrément échappé tellement je ne le suis plus depuis un moment. C'est pas grave, ça me reviendra. Chantre du Frexit, François Asselineau mène une troisième fois la campagne de son parti, l'Union populaire républicaine, aux élections européennes. En 2014, il avait récolté 0,4% des suffrages, puis 1,2% en 2019. Pourquoi il a fait si peu de score? Parce qu'on a des crétins, comme Alix Sator et d'autres sur Internet,
qui à l'époque disait ça sert à rien de voter pour UPR, vous savez très bien qu'ils ne feront même pas 1% des voix, donc autant aller voter pour Le Pen. Mais si tout le monde réagit comme ça, bien évidemment qu'il va rester à 1%. Mais si on met de notre effort, si vous comme moi aujourd'hui, on vient participer, on se saisit du bulletin qui nous a été envoyé et demain on va le déposer correctement, peut-être qu'Asselineau pourra accéder, cette fois-ci pour l'Union européenne, aux 5% et au moins obtenir un fauteuil. Au moins faire en sorte qu'il puisse nous faire les synthèses de ce qui se situe là-bas et voir d'élaborer des solutions. Ça ne sera pas le changement, mais ça sera l'infiltration, voyez-vous. Rentrer le cheval de Troie. Une fois qu'on est dedans, après, c'est bon. Petit à petit, il va pouvoir peut-être ramener à la raison certains êtres humains. Parce que les gens sont doués d'intelligence. Quand ils vont voir cet homme, ils vont l'entendre, ils vont comprendre qu'il a de la prestance, que ce qu'il dit ne relève pas d'une utopie, d'un imaginaire, mais bien de la réalité. Partisan d'une sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il se qualifie de gaulliste social. Le nom de sa liste Asselineau Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix. François Asselineau s'est également présenté à l'élection présidentielle, arrivant en 9e position avec 0,9% des voix à cause des traîtres qui disaient que de toute façon, il faut voter pour tous les autres sauf pour lui. Et la personne que je cherchais tout à l'heure, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Sur le site programme-candidat.intérieur.gouv.fr, Asselineau n'a pas été favorisé. Pourtant, il a bien publié sa brochure, comme quoi il annonçait vouloir quitter l'Union européenne, l'euro, retrouver de la souveraineté, mais l'État a inscrit comme s'il n'avait pas déposé sa profession de foi en ligne. Or, on la retrouve très facilement, même sur son site internet. C'est donc tenter de le mettre de côté. La vraie solution, il faut l'effacer. C'est-à-dire, on le laisse se présenter, mais par contre, on fait en sorte de le saboter au maximum. Au point même où dans les enveloppes, par exemple, moi que j'ai reçues pour tout ce qui est des candidats, leur programme et le bulletin pour aller voter, pour Asselineau, on n'a que le bulletin pour aller voter. Le programme, il n'est pas inscrit. Comment vous voulez que les gens puissent s'intéresser à des propositions dont ils n'ont point la vision, dont ils ne peuvent pas étudier parce que rien ne se propose à eux. Donc ils vont se retrouver plutôt sur ce qui est déjà à portée de bras. À la différence des autres partis, l'UPR ne vous raconte pas d'histoire. Depuis 17 ans, François Asselineau et l'UPR expliquent que l'Union européenne n'est pas modifiable et qu'elle plonge la France dans le désastre. On ne sauvera pas notre pays avec les promesses sans cesse démenties d'autres Europes et les postures médiatiques et de politiciens incompétents, corrompus ou tenus. En 1, l'UE nous soumet une dictature antisociale. Il faut sortir de l'Union européenne. En 2, l'euro fait péricliter notre industrie et exploser notre dette. Il faut sortir de l'euro. En 3, l'OTAN entraîne la France vers la Troisième Guerre mondiale. Il faut sortir de l'OTAN. Rappelons-le, avec à la base même, en président, représentant, ni plus ni moins qu'un partenaire nazi. Si la liste Asselineau-Frexit obtient des eurodéputés le 9 juin, ils n'auront bien sûr pas plus de pouvoir que les autres, mais ils pourront imposer le débat sur le Frexit au sein même du Parlement européen et devant l'opinion publique française. Le 9 juin, nous avons besoin de France. Regardez ça. Si c'est pas l'honnêteté d'un vrai politicien. Et là, on ne parle pas des magouilles et compagnie. D'un homme, d'un ancien, qui porte un projet à beau dessein. Et qui vous dit, il ne vous trompe pas sur le fait de « Allez-y, donnez-moi des voix, et même si j'ai 5 ou 10%, on va changer le monde. » Non, mais il vous dit au moins, on pourra commencer à créer le débat. Faire en sorte qu'il y ait déjà des éléments qui soient dans l'air pour que par la suite, on espère une réaction. Une belle chimie. Alors, comme il veut quitter l'euro, revenons d'abord sur comment nous en sommes arrivés au piège de l'euro. Puisque beaucoup nous disent que si on en sort, rapidement, on se dirige vers un effondrement, vers des tas de spéculations. Vous avez à gauche le serpent monétaire européen. Donc c'était un système où chaque pays avait ses devises et il y avait plus ou moins de fluctuations possibles qui étaient permises. D'où le symbole du serpent, vous voyez, qui comme ça, en ondulant petit à petit, vient à son maximum, puis rebaisse, fait ses mouvements. Le marché. Et après, nous avons eu le système monétaire européen,
qui s'est activé, qui devait être plus sûr, englobant plus de pays, si je puis dire, et qui a été périclité par qui? George Soros, le socialiste présenté comme philanthrope, quand en 91, il a démarché des banques privées, il a fait en sorte qu'il y ait des hedge funds, des fonds d'investissement, qui viennent spéculer sur le marché du système monétaire européen en spéculant sur le mark, la lire italienne ou encore le franc français et en faisant sauter la Banque d'Angleterre. 1,1 milliard de dollars en une journée. Il n'a jamais été poursuivi et lorsqu'il s'exprime sur cette affaire, je vous en ai parlé dans George Soros en panique, il dit que si ça a été permis, c'est que les régulateurs, les autorités ont laissé faire et qu'elles n'ont pas joué le jeu de la coopération. Donc c'est pas lui le coupable, lui il fait qu'encaisser. C'est les politiques qui étaient en place, les gérants, peut-être même ceux qui étaient entre guillemets spécialistes, économistes, voyez, analystes des systèmes monétaires. Mais lui il se dédouane et il doit toujours passer pour la bonne personne, celui qui veut plus d'immigrés, qui veut toujours universaliser les choses sous le projet socialiste. L'euro, soi-disant cette sortie de crise, nous a en réalité tous plongés dans la merde. Espagne, Portugal, France, Italie, Grèce, Belgique, nous sommes dans le rouge. La dette publique dans les pays de l'Union européenne au quatrième trimestre 2023, il y a seulement la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, les Pays-Bas, avec d'autres pays encore un peu plus au nord, qui s'en sortent bien. Pourquoi d'après vous? C'est bizarre, on retrouve des pays où il existe encore des vraies familles, des hommes qui savent s'affirmer, qui savent aller au travail, qui ne vont pas dépendre des aides sociales, qui vont faire attention à justement ce que représente la culture de leur pays. Ah, Sodome et Gomorrhe, c'est pas chez eux. Le côté des perversions ou encore des ultra-corruptions, ils essayent de les limiter. Ils ne sont pas parfaits. Mais ils font en sorte d'éviter de tendre la main toujours vers Bruxelles. S'il vous plaît, la BCE, donnez-nous de l'argent, endettez-nous, et à la fin, venez nous museler. Vous pourrez nous imposer toutes les politiques depuis le socle du Parlement. Évolution de la dette publique dans la zone euro. En taux, en pourcentage du PIB. La France, on est passé de 100 à plus de 110%. L'Espagne, elle est passée d'à peu près 100%, donc ce qui est déjà immense, pour qu'une société soit en bonne santé. Et quand on parle de bonne santé, c'est vrai que c'est... c'est être endetté, être en bonne santé, vous voyez, on a l'impression que c'est des oxymores. Et pourtant, ça peut aller ensemble, puisqu'on emprunte pour recréer de la dynamique, pour participer, voyez-vous, à l'élaboration de projets, à des choses sur le long terme, à des infrastructures et à bien d'autres chantiers encore que l'on peut financer. Mais on a tous dépassé les 100%. Sauf l'Allemagne, petit à petit, qui s'en sort, qui redescend. 2019-2020, la mascarade Covid a fait en sorte que les pays viennent à fermer les industries, a donné comme ça des chèques un peu à tout le monde, pour après dire maintenant, ça y est, c'est la fin de la récréation, vous allez tous payer. Regardez ça. Je rappelle que Asselineau est le seul qui porte la voix française avant qu'il y ait eu le lavage de cerveau, puisque les Français avaient voté majoritairement non pour être dans l'Union européenne. Le côté de Maastricht s'était passé à la limite. Quand par contre on était passé au traité de Lisbonne, le non était ressorti vainqueur. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis les Français? Enfin, ont-ils changé d'avis? Ou y a-t-il d'autres populations qui sont venues sur le territoire et qu'on n'en a rien à foutre? Ils s'en branlent que nos pays tombent parce qu'ils ne sont pas attachés. Pour eux, nous sommes que l'Occident, la lie de l'humanité. Et dès qu'ils pourront, ils retourneront dans leur lit, là où ils ont créché en premier, si je puis dire, dans leur pays d'origine. Celui où, lorsqu'il y a un événement sportif, ils sortent le drapeau. Jamais pour la France, par contre pour leur pays d'origine, là vous les entendez, à ululer pour certains. Pour d'autres, à faire la fiesta, à tirer, à être avec des mortiers. Le dimanche 29 mai 2005, les Français votaient non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Il s'agit d'un événement capital dans l'histoire de notre pays. Qui porte cette même parole aujourd'hui? Asselineau, par l'UPR. En 2003,
Un nouveau projet de traité européen voit le jour, élaboré sous la houlette de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait déjà eu l'idée du passage au quinquennat. Ce projet est censé servir de constitution à l'Union européenne, un socle pour l'effacement des pays qui deviennent des sortes, comme ils appelaient ça à l'époque, les euro-régions. De nombreux États adoptent ce traité en le faisant ratifier par leur Parlement. Courant 2004, Jacques Chirac décide de recourir au référendum et de ne pas passer par la voie parlementaire. Il se dit on a peut-être assez lobotomisé la population, c'est le moment de faire un sondage en temps réel et de voir ce qu'ils en diraient. Pour une fois qu'un représentant, un décideur en vient à se dire allez, on va écouter un peu le peuple. J'ai quand même été élu par eux. Entendons-les, ces gueux. Regardez ce qui se passe. Il est alors convaincu d'une victoire massive et facile pour le oui. Qu'ils entament les instituts de sondage, les médias qui font leur propagande, les discours politiques comme si c'était déjà vaincu pour le oui. Il semble avoir oublié le précédent du référendum pour le traité de Maastricht, où le oui, qui était censé l'emporter largement, ne gagna que de justesse. Par ceux qui ont peur de la peste brune. Ironique, le peu démocrate Giscard précise que le référendum est une bonne idée à condition que le oui l'emporte. Ça, c'est le socialisme. T'es de gauche? Non. Ok, t'es un facho. T'es de droite? T'es un facho. Oui, mais tant que tu n'adhères pas à leur parti, t'es leur adversaire. Et tu représentes un danger pour l'humanité, pour la source de civilisation, et pour encore l'avenir de leur utopie. Un premier accroc survient. Certains États, dont l'Allemagne, voudraient qu'on mentionne dans le texte, je cite, écoutez bien, les racines chrétiennes de l'Europe. VGE, Valéry Giscard d'Estaing et Chirac s'y opposent. Exit les racines chrétiennes. Je suis perdu ou on est dans la continuité des protocoles des sages de Sion, excusez-moi. Elle commence à la mettre à tout le monde, qu'on ne sait plus le S ou le F. Des sionistes ou des Français. Je sais pas, dites-moi. Puisque, même si c'était des faux, petit à petit, ils nous mettent en défaut. C'est-à-dire qu'ils nous mettent sur le bas-côté, ils veulent effacer la vérité que la culture chrétienne était présente majoritairement en Europe, que l'Europe était majoritairement une population blanche, même si on doit accepter, comme je vous l'ai dit, toute pigmentation, tant qu'il y a des proportions qui sont, entre guillemets, inscrites, pour ne pas remplacer des Européens par des Africains, et par exemple remplacer des Africains par la suite par, je ne sais pas, des Américains ou encore par des Asiatiques. Il faut garder la richesse et le côté de nos cultures, de nos civilisations, de nos peuples. Et là, on voit que des représentants élus par une nation qui est quand même la fille aînée de l'Église acceptent, sans rouspéter un seul instant, que l'on ne mette pas dans le texte les racines chrétiennes de l'Europe. Et ce qui me choque le plus, c'est que la proposition provient de l'Allemagne, là où il y a eu un antichristianisme, puisque Hitler, qui était l'un des pires personnages de l'histoire, donc qui était en soi un socialiste, il faut dire les choses, et je vous le présenterai, et je pourrais vous le prouver, ce que je dis, dans ses idées, c'était un socialiste, qui voulait réformer l'Église. Ça vous rappelle pas encore quelqu'un d'autre là récemment? Un certain Zemmour, qui dit qu'il veut l'Église mais qui veut pas le Christ. Il est pour l'Église mais contre le Christ, donc la réformer par là. Pourquoi il veut la réformer? Parce qu'il est dans la lignée d'Hitler. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de compassion pour des adversaires, on ne doit pas avoir la charité pour tout le monde, on doit entrer dans la haine de certains. Et lui, en l'occurrence, il a ciblé un ennemi. Moi, quand je tiens des propos sur Internet, ils sont justifiés par les articles, par les lectures, par encore la réalité qui se présente à nous, l'actualité. Je ne suis pas un crétin qui, dès qu'il voit quelqu'un d'autre, veut son mal. Au contraire même, s'ils sont chez eux, parfait, je leur souhaite que le bonheur, que leur terre soit propice, qu'elle soit, voyez-vous, fertile, qu'elle leur offre de quoi manger, de quoi être vêtu, de quoi faire des belles constructions. Mais les autres préfèrent la haine des chrétiens. Au fur et à mesure de la campagne, le oui baisse dans les sondages. Au 1er septembre 2004, il est donné gagnant à 69% par les instituts de sondage, tous bien évidemment appartenant à des milliardaires, comme ce qu'il en est de la fausse diversité du 4e contre-pouvoir, qui en soi était enterré
Quand le Troisième Reich a fini, le quatrième s'est déjà levé. À l'instant même où on nous a annoncé qu'il y avait un jugement Nuremberg, le Quatrième Reich était déjà présent. Voilà pourquoi on a retrouvé l'affaire Paperclip. Voilà pourquoi, au niveau de l'OTAN, on a retrouvé un premier représentant qui était pareillement engagé dans des mouvements nazis. Voilà pourquoi on a eu des faux patriotes qui, en soi, à l'origine même de leur parti, avaient des SS dans leur système sectaire, dans ce socialisme sanguinaire, qui se fiche de faire couler le sang pour faire accepter ses idées. Et le 17 mars, enfin, avant d'aller au 17, venons 10 jours avant, le 7, il n'est plus qu'à 56%. Et petit à petit, il passe minoritaire. Au point où, au moment où il est l'heure de voter, le non l'emporte largement à 54,6%. On s'aperçoit que les jeunes, 18 à 60 ans, en fait la majorité de la population, ont massivement voté pour le non. On constate aussi que ce sont les classes populaires qui ont fait la victoire du non et qu'il existe une fracture entre des territoires périphériques perdants de la mondialisation qui ont voté non et des métropoles bien intégrées à la mondialisation qui ont massivement voté oui. Celles pour le sabotage socialiste, maçonnique et de cette idée d'une nouvelle humanité où ils vont arriver par cet ultra-multiculturalisme à effacer les religions, ou en tout cas à les entrelacer pour créer quelque chose de nouveau, ce qu'ils souhaitent, dans leur spiritisme, spiritualisme et tous les autres trucs encore d'une croyance nouvelle, d'un dogme imposé, qui rejoint ni plus ni moins que le communisme. 3 jours plus tard, les Néerlandais votent non eux aussi. La Constitution européenne est morte. Et pourtant, après, on aura Sarkozy qui va se représenter. Pour lui, c'est du caviar. Patrick Buisson, en 2004, Buisson a rencontré Sarkozy et lui a dit, je cite, « Tous les sondages donnent le oui gagnant, sauf moi. Pour ma part, j'affirme que le non l'emportera, avec 55% des voix. » Mais Sarkozy, qui se sert de celui qui avait anticipé le non, va quand même travailler, élaborer des méthodes pour nous forcer à l'Union européenne. Impressionné par la parfaite réalisation de la prophétie, Nicolas Sarkozy décide de prendre le souverainiste Patrick Buisson, qui s'est parlé aux électeurs du non, comme conseiller pour sa campagne présidentielle. Identité nationale, référence à l'histoire de France, baisse de l'immigration, redressement moral, critique du capitalisme financier, dénonciation d'une gauche caviar, donneuse de leçons, rupture avec l'esprit de mai 68, mesures sociales en faveur du pouvoir d'achat, valorisation du travail et condamnation de l'assistanat, réindustrialisation, protectionnisme européen, critique de l'Allemagne et de l'Eurofort, tous ces éléments sont soufflés par Buisson et séduisent les électeurs du non. Sauf que identité nationale, je vous ai déjà mis dans la guerre ouverte contre les peuples, le discours que Sarkozy a tenu, et je vais vous en mettre quelques passages, il me semble après, allant contre notre identité. La référence à l'histoire de France, on n'en a que faire. Et oui, il lui a mis un revers. Le redressement moral, excusez-moi, tout le monde a été démoralisé à la suite de son passage. Critique du capitalisme financier, c'est beau quand on voit toutes les affaires dans lesquelles il a été mêlé. Dénonciation d'une gauche caviar, c'est la même. Rupture avec l'esprit de mai 68, ce sont les mêmes possédés, pervers de gens, voyez-vous, qui doivent s'adonner à des sexualités toujours plus démesurées. Puis après tout le reste, le pouvoir d'achat, valorisation du travail, vous l'avez déjà vu. C'est que du mensonge. Cette orientation est encore renforcée par un autre conseil de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, souverainiste, gaulliste et disciple de Philippe Séguin. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu, mais malgré son soutien au oui en 2005, les électeurs du non ont massivement voté pour lui en 2007. Discours du 17 décembre 2008, un an après l'investiture de Sarkozy. Avant de vous en parler, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous vous rappelez peut-être de Olivier Sarkozy, cousin de Nicolas Sarkozy, au The Carlyle Group, étrangement mêlé d'ailleurs à l'affaire du 11 septembre 2001. Shafik Ben Laden réuni avec des membres de Rain Corporation qui échangeaient sur des investissements. Enfin, c'est très gros, on ne peut pas le louper. Dedans, en 2003, il me semble, si je ne dis point de bêtises, The Carlyle Group va acheter l'imprimerie nationale française. 85 millions, ou je ne sais plus exactement, quelques millions d'euros. Ils vont en plus
avoir leur achat défiscalisé, etc. Et en 2007, Sarkozy passe et il va racheter cette imprimerie nationale 2 ou 3 fois le prix, en arrangeant le groupe The Khalil, hein. Également. Il va être mis dans les affaires, toutes celles qui ont été jugées après. Je vais pas les lister. Et 1 an après son investiture, d'ailleurs après aussi avoir avec, comment elle s'appelle celle qui a la BCE là? Christine Lagarde. Il a fait passer avec elle les OGM, vous voyez, les produits avec les pesticides, plus à 0,9, ça passait à 3%, il me semble. Il y a eu pas mal comme ça de mesures en fait, hein, qui ont été passées euh, contre le bien commun. Et en 2008, donc il va déclarer quel objectif? Relever le défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Elle a toujours relevé. Elle a toujours, au cours des siècles, métissé les cultures, les idées, les histoires. Son universalisme est le fruit de ce constant métissage qui n'a cessé de s'enrichir d'apports plutôt nouveaux et de bâtir sur tant de différences mêlées les unes aux autres un sentiment commun d'appartenance et un patrimoine unique de valeurs intellectuelles et morales qui s'adresse à tous les hommes. Ce métissage, elle l'a réussi parce qu'elle a su offrir à chacun la promesse de la promotion sociale, la promesse qu'il pourrait déployer tous ses métiers, tous ses talents. Répondre aux défis de la diversité en recourant à des critères ethniques ou religieux conduirait à prendre le risque de dresser les unes contre les autres des communautés rivales et à enfermer chacun dans son identité et son histoire, alors même qu'il s'agit de faire accéder à une citoyenneté pleine et entière, de conforter le sentiment de son appartenance à quelque chose qui le dépasse et qui l'ouvre sur l'universel. La mixité sociale à l'école, les internats d'excellence et les écoles de la seconde chance, le désenclavement des quartiers doivent être portés par la même ambition que celle qui a porté le développement de l'école républicaine du temps de Jules Ferry et de la République des instituteurs. Pour ceux qui se questionnent sur y a-t-il des différences de race ou pas, vous voyez ce que Jules Ferry disait à l'époque, hein. Désormais, l'égalité des chances ne sera plus seulement une priorité dans les mots, mais elle sera aussi une priorité dans les actes. En clair, ils vont faire de la discrimination positive. Les autochtones de côté, les autres avant les nôtres. Exemplaire dans la promotion de la diversité. Je pense à Sciences Po, qui a instauré une voie d'accès réservée à des lycéens méritant à l'éducation prioritaire. Je pense à certaines écoles de commerce, certains instituts d'études politiques ou à Polytechnique, qui ont mis en place des mécanismes de tutorat pour apporter aux jeunes de banlieue le soutien de ceux qui ont réussi. Jamais rien pour les campagnards ou ceux dans les agglomérations, toujours ceux toujours pour ceux qui chouinent dans les quartiers. L'immigration, ce tabou dans l'effondrement du niveau scolaire en France. Bon, apparemment, il ne faut pas en parler, hein. 40% des moins de 4 ans en France sont immigrés ou d'origine immigrée. C'est dit. Apparemment, le remplacement n'existe pas. Il y a même un gauchiste là sur Internet qui a carrément fait une vidéo pour, pendant une demi-heure, parler et dire que le métissage, c'est une propagande. On a vu passer dedans, enfin ça a fleuri d'abord dans l'idée et dans la tête de, comment il s'appelle, Camus, qui lui-même était en plus un partisan pour la pédocriminalité. Ça, faut le dénoncer, c'est une horreur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais fait la promotion de Camus, même si derrière, dans ses livres, il y a des bonnes choses. Mais la défense de la pédocriminalité, ça ne passe pas avec moi, donc je n'en ferai jamais la promotion. Zemmour, une ordure, on l'a vu, qui paraît à récupérer le sujet, mais en soi, l'idée même du remplacement de population, ça arrive bien avant Camus, bien avant ces gens en soi qui, certes, sont un peu intelligents, mais on leur donne trop d'importance. Ça remonte déjà à la société hellénistique, ceux qui sont barbares, qui ne parlent pas la langue, et puis ça va plus loin après, jusque dans les conquêtes, dans les combats, être remplacés en son sein. Je vous rappellerai dans un des livres qu'on avait eu le constat de ce qui s'était passé à Rome, qui s'était carrément vautrée au moment où elle s'était ouverte à tous les autres, qui venaient comme ils étaient, et qui petit à petit laissaient de moins en moins l'élite pouvoir se professionnaliser. C'est-à-dire des gens du bas peuple qui viendraient à un moment ou à un autre à augmenter, à évoluer, et par un progrès à être des intellectuels de demain. Et là, aujourd'hui, comme on tire tout vers le bas, on va se retrouver avec une culture africaine d'ici une décennie.
Tous ceux qui promettent une autre Europe vous mentent. Il a raison. L'UPR, ceux qui se questionnent un peu sur le programme qui est proposé, c'est contre l'immigration de masse planifiée par l'UE. Le pacte de Marrakech de 2018 force les États à accepter des migrations sûres, ordonnées et régulières. En application de ce traité, que certains pays comme les États-Unis et Israël se sont bien gardés de ratifier, l'UE a planifié un afflux massif sur son territoire de 4 millions de migrants légaux par an. Donc au bout de 10 ans, 40 millions. Au bout de 20 ans, on est déjà sur 80 millions, soit à peu près, on va dire, allez, un huitième, peut-être même un septième de la population globale. Mais en apport, sans même considérer leur reproduction. Bon, après, vous me direz, il y en a qui vont décéder au bout de 20 ans. Oui, c'est vrai. Mais regardez, ceux qui viennent majoritairement sont des hommes. Donc on va se reproduire avec qui? Ah ouais, avec toutes ces femmes, les Valérie, les Gwendoline, les Céline, qui d'un coup, je sais pas, sont prises de cœur pour ces gens, on leur a vendu par le cinéma, qu'ils avaient traversé tant de conflits, à la fois leur côté où on les laisse s'imposer en, voyez-vous, un peu en hommes, quand ils tentent de déviriliser le blanc, de le faire passer pour un cassos, un fragile, etc. Et de favoriser tous les coups de chlasse de ces occupants qui, à la fin, n'auront même plus besoin de sortir le couteau parce qu'une grande partie de la population sera tétanisée juste au point de les croiser. À nouveau, c'est de la faute aussi, comme je vous dis, elle est multiple la faute, de ceux qui se laissent trop faire, qui vont se laisser marcher dessus. Vous attendez quoi? On en voit certains, même des fois à droite, ils sont là, ils s'entraînent enfin, ils s'entraînent entre eux dans les forêts à faire des petits combats comme ça de... ouais, un peu de combat, un peu de boxe, c'est bien, tu te mets en forme. Mais rappelle-toi que face à toi, c'est des sauvages. Donc, le jour où tu as un sauvage face à toi qui te veut du mal, tranquille, laisse-le faire. Quand tu le recroises, tu prendras ce qu'il faut. Il vient avec des armes, il vient avec des outils. Si on remonte au début de la civilisation, quand un être humain était face à un animal et que l'animal était là beaucoup plus féroce, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une lance, il le transperçait. Et aujourd'hui, on est là, on est trop pacifique, on se laisse faire. J'appelle pas à la haine, j'appelle pas au meurtre, je ne compare pas des humains avec des animaux. Je dis seulement, regardez les situations. Quand un humain est trop fragile dans son environnement, il se fait bouffer. Est-ce que tu veux être la viande de ces personnes qui te détestent et qui ont la haine de ton peuple et qui en plus vont se faire peut-être des membres de ta famille ou d'autres des connaissances? Heureusement, il y a encore des Françaises qui se respectent, qui n'iront pas se souiller comme ça avec des inférieurs. Heureusement, qu'il y ait quelques couples mixtes, c'est pas un problème. On peut même les applaudir de temps en temps, qu'il y ait des petits métis par-ci par-là, ok. Mais c'est plus joli que les blancs soient avec les blancs, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes. C'est comme ça depuis quasiment le début de l'humanité, même s'il y a eu, certes, des croisements. Mais la plupart étaient issus de tribus qui faisaient la guerre à d'autres et qui enlevaient des femmes comme ça pour les prendre. Vous voyez, comme un trésor, une médaille. Nos eurodéputés combattront cette politique insensée qui ne peut conduire qu'à la chute de notre niveau de vie et à la destruction de notre identité et de notre unité nationale. Rappelez-vous que ces gens ont compris la masse, comment elle fonctionne, façonné son imaginaire, l'orienter petit à petit vers la construction d'une nouvelle famille. Pourquoi être avec quelqu'un qui a la même culture que toi? Ça paraît fade. Viens t'enrichir avec l'autre. D'ailleurs, à la fin, ces Françaises qui en viennent à dire, là je vous en ai affiché une petite blanche, mais il y en a plein comme ça, en fait, qui sont comme les traites quand, vous voyez, elles couchaient avec les nazis. Là, c'est la même chose. C'est pas les mêmes occupants, ils sont pas dans le même niveau d'horreur, mais elles vont quand même avec les colons, des gens qui sont des occupants de notre territoire pendant un certain moment, oubliant tout ce qu'il y a derrière, les barbaresques qui ont enlevé des blanches en France, en Espagne, en Italie, et qui allaient les mettre dans les harems, qui allaient les prostituer, qui allaient, comme ça, voyez-vous, les enfanter. Elles vont d'elles-mêmes maintenant parce qu'elles sont endoctrinées par une petite caste qui, elle, rêve que d'une seule chose, l'évincement d'une population blanche, voire même des fois de d'autres, hein. Ils font d'abord ça avec les blancs et après ils iront mixer les noirs, ils iront mixer les arabes, etc. Ils vont faire ça partout sur la planète. Donc ceux qui aujourd'hui applaudissent parce qu'ils arrivent à s'en faire, petit à petit ils vont voir l'effet inverse quand ça va se produire dans leur pays. Et c'est déjà le cas pour l'Afrique du Nord. Eux qui rigolaient de se faire la petite guerre comme ils disaient, et puis de la prendre comme une petite tapin et de la faire tourner avec leurs potes,
comme une petite esclave des caves, ça va pas être la même réaction. Et c'est déjà pas, voyez-vous, leur même émotion quand ils observent qu'en Afrique du Nord, bah tiens, il y a des mouvements migratoires orchestrés par des ONG et au nom de l'humanité et au nom de la bienveillance de tout le monde peut se mettre avec tout le monde, bon on leur dit ferme ta gueule parce que sinon t'es un raciste. Je veux pas que des membres de ta famille entre guillemets ou en tout cas de ta culture viennent à. En plus, c'est même pas des fois à se mettre en couple avec quelqu'un pour former un vrai mariage. C'est juste à forniquer, à être comme ça, comme des pouilleux les uns avec les autres. Contre la corruption, ils portent des bonnes choses. Nos députés ne seront ni lâches ni feignants, ce qui signifie de la transparence. On veut connaître les votes. On veut savoir à qui profite le crime. Follow the money. Suivre où va l'argent. Quels sont les lobbies. Quel est leur niveau d'importance. Qui appartient à une loge maçonnique. Qui a pris son adhésion dans des corporations, ce genre de choses. Nos députés ne seront donc ni lâches ni feignants. Ils éplucheront les dossiers avec professionnalisme et intransigeance pour démasquer la corruption et les abus de pouvoir. Ils mettront par exemple tout en œuvre pour clarifier et porter devant la justice le contrat de 41 milliards d'euros entre la présidente de la Commission européenne et le PDG de Pfizer sur la santé publique de tous, qui devrait nous mobiliser. Mais les gens préfèrent tranquille, ils sont là, ils se relaxent. Ils pensent être dans un sauna ou encore dans leur jacuzzi et te disent que toi, t'es dans une jalousie. Et ils n'ont pas compris, ça n'a rien à voir. Là, c'est un bain ambiant. T'es pas seulement dans ta petite piscine ou dans ton petit réservoir. C'est ambiant, ils sont en train de monter la température. Tu vois pas que t'es en train de cramer, tu t'affaiblis, regarde, tu deviens tout frêle. T'arrives même plus à défendre déjà ce qui est de ta santé, ce qui est de ta famille, ce qui est essentiel. Non, t'es rattaché au virtuel, à faire des TikTok, à être là, à faire du playback, à être un lâche. Tu préfères te divertir au lieu d'être là plutôt à avertir. Contre les élargissements délirants de l'UE. Nous refuserons l'élargissement de l'Union européenne aux 9 États candidats, dont l'Ukraine, l'Albanie et la Géorgie. On rappelle, l'Albanie est gangrénée par les mafias et petit à petit est venue comme ça vers l'Europe de l'Ouest pour tenter sa conquête. Hein, ils se prennent un peu comme, voyez-vous, pour les colons, si on veut mettre une comparaison entre guillemets pour s'imager un peu comme ça, de ceux qui sont arrivés en Amérique et il faut aller prendre jusqu'à l'ouest. C'est la route de l'or, comme on pourrait dire à l'époque. L'Ukraine, vous voyez, comme quoi, c'est pas. En fait, vous êtes des racistes. L'Ukraine, c'est quoi là-bas? C'est une population majoritairement blanche. Et ben, on est contre qu'ils viennent dans l'Union européenne. On ne veut pas les soutenir dans des guerres où derrière ça va nous engager aussi, où on sait qu'il y a des mafias. Bah alors, si on leur refuse de venir, et au même titre, parce qu'on dit que ces gens-là sont des mafieux, sont également des sauvages, pas tous, encore une fois, comme pour les Africains, pas tous, mais on préfère un Ukrainien en Ukraine, on préfère un Africain dans un pays africain, voyez-vous, c'est-à-dire l'Algérien en Algérie, comment dirais-je, le Congolais au Congo, etc. Dans sa république, chacun, ou dans sa royauté, peu importe, allez-y. Qu'il y ait des petits mouvements de population de 1000, 10 000 personnes, parce que derrière, il y en a qui sont en danger, soit par leur orientation sexuelle, soit encore par leur prise de position politique. On doit accepter, mais on doit mettre des limites. Ne pas faire venir des gens qui haïssent notre territoire, qui veulent qu'une seule chose, l'esprit revanchard, attendent de mettre leur étendard. Plutôt que de verser des milliards d'euros via l'UE à des pays gangrénés par les trafics, les crimes et les mafias, incluant la Palestine, tout comme Israël, à qui on envoie de l'argent aussi, qui sont en dehors de notre zone d'influence traditionnelle, le gouvernement français doit consacrer ces sommes à réparer notre pays qui part en lambeaux, hôpitaux, écoles, services publics, routes. On n'a plus l'excellence. Pourtant, on a les profils qui peuvent y accéder par la suite. Mais en faisant ce relâchement, on se garantit que d'une seule chose, que par contre, on va venir d'année en année à tous s'affaiblir et créer une génération de crétins qui vont être animés que par le digital, qui ne sauront plus vraiment faire des mathématiques, s'orienter en français dans les constructions de phrases, en ayant un bon vocabulaire, en pouvant porter des revendications, tout ça va s'effacer. Ils vont seulement être bons qu'à certaines choses, c'est répondre aux stimuli qui seront mis dans l'environnement, et au moins de stimulus présentés, hop là, comme Nostradamus, une prédiction sera là, voyez-vous. C'est-à-dire, il viendra à se positionner sans connaître le sujet.
Et c'est le cas du gauchiste, le cas encore une fois de l'antifa, mais le cas aussi de celui qui est vraiment axé très très à droite et pour lui, il n'y a pas de problème d'économie. La seule chose, c'est uniquement l'immigré. C'est un ensemble. Il n'y a pas de problème en politique. Qui détourne un peu de millions, après tout, c'est leur affaire. C'est d'un ordre dont nous avons besoin et l'UPR propose en tout cas déjà de mettre les premières pierres. Désindustrialisation et évasion fiscale accélérée. Articles 32 et 63 du TFU. Saviez-vous que les délocalisations industrielles et l'évasion fiscale massive, estimées à au moins 100 milliards d'euros, dont souffre tellement la France, trouvent leur origine dans les traités européens? Inexistantes avant le traité de Maastricht en 1992, les délocalisations ont explosé sous l'effet de la libre circulation des capitaux, des marchandises et des services, inscrites aujourd'hui dans les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Cette politique libérale, avalisée par la gauche et la droite, est l'une des causes directes du chômage. Prétendre vouloir lutter contre les délocalisations tout en acceptant les traités européens relève de l'escroquerie politique. Nous reviendrons sur les récentes réformes territoriales et préserverons l'unité nationale. La politique des eurorégions pousse le gouvernement à fusionner de force les communes, à donner de plus en plus de pouvoir aux régions et à préparer la suppression des départements, le tout sans jamais prévenir ni consulter les Français. Le Frexit nous permettra de mettre un terme immédiat à cette politique de démembrement de l'État-nation qui risque de faire éclater la France, comme elle risque de faire éclater l'Espagne, le Royaume-Uni ou la Belgique. Nous défendrons nos acquis sociaux et nous rétablirons notre démocratie. Sans que les Français en aient conscience, l'article 121 du TFUE impose chaque année de grandes orientations de politique économique, GOPÉ, à la France. C'est la véritable feuille de route économique et sociale que la Commission européenne fixe au gouvernement, peu importe sa couleur politique et les promesses de campagne. Pour 2017, Bruxelles impose au prochain président et à son gouvernement qu'il augmente la TVA et baisse l'impôt sur les grandes sociétés, qu'il démantèle le droit du travail et les professions réglementées, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, artisans taxi, experts comptables, qu'il baisse le SMIC et les prestations chômage. Ce à quoi Macron a répondu présent à toutes ces demandes. Qu'ils aggravent encore la politique de rigueur et qu'ils asphyxient financièrement les communes. Le Frexit permettra de rétablir la démocratie en mettant fin aux injonctions de la Commission européenne qui rendent les programmes inapplicables et vident de sens le vote des Français. Retrouvons notre souveraineté, la force de nos politiques. Pourquoi pas même, comme le propose d'ailleurs dans son projet l'UPR, c'est-à-dire l'idée même de référendum, d'initiative populaire. Et moi, j'irai même plus loin dans cette démarche, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Les grandes orientations des politiques économiques, GOPÉ, sont des recommandations de politique économique et sociale émises chaque année par la Commission européenne, non élue, et adressées à chacun des États membres en fonction de leurs spécificités économiques structurelles internes respectives et en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On retrouve pour 2023, en recommandation, en proposition numéro 4, un plan pour l'industrie du pacte vert pour l'ère du zéro émission nette. La doctrine également de ce passe carbone, de cette taxe carbone, est arrivée depuis l'Union européenne. Quelle a été la répartition de l'argent récolté, si ce n'est par les malversations de certains mafieux qui s'en sont très bien sortis à détourner des milliards d'euros? Et l'argent s'est retrouvé pour à peine 5% réinvesti dans les reforestations, dans le traitement du carbone et ce genre de choses. Qui au passage, rappelons-le, est une vaste escroquerie, puisqu'il faudrait rappeler dans ces cas-là surtout les épandages, qu'ils soient de contrail ou de chemtrail par l'ingénierie sociale, qui créent des couvercles nuageux de façon artificielle. Que ce soit, comme il l'annonce, de la buée, ou comme les autres l'ont très bien examiné, des produits chimiques, des éléments en tout cas qui sont mis de façon artificielle par l'homme pour créer des conditions climatiques différentes, c'est visible, c'est utilisé en Chine, ça a été utilisé en Europe, ça a été effectué également à Dubaï, partout sur la planète ça sort. On connaît les affaires Popeye et d'autres encore, donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, nous voyons très bien ce qui se déroule sur nos têtes.
Et pour les autres, qui sont un peu bébêtes, et qui diraient, mais c'est des contrails, peu importe. Tu vois bien qu'avant que l'avion passe, il n'y avait pas ce nuage artificiel. Maintenant que tu l'observes, qu'on est sur le même constat, sais-tu ce qu'est la photosynthèse? C'est elle qui transforme justement ton carbone en oxygène, ce que moi et toi on respire, ce que les animaux également vont consommer. Et ce qui permet le développement de ces plantes, de ces arbres, de cette végétation. Alors tu prends qui pour un con comme ça? À me mettre des taxes en disant que c'est moi qui pollue avec ma petite voiture, que c'est moi en mangeant trop de viande qui suis en train de détruire la planète. Oh, oh. L'idée même de la taxe carbone a seulement été un objectif d'accélérer un dogme nouveau autour du climat. Qu'est-ce qui concerne tout le monde? Sur les religions, on arrive à se diviser. Mais il y a un point où en fait on peut tous se mettre en accord. D'où provient notre alimentation? De la planète. Nous sommes tous dépendants pour notre avenir de quoi? De la planète. Bon bah, l'écologie. Voilà le dogme qui doit s'insérer. Normalement, où tout le monde devrait y adhérer. Sauf que, heureusement, il y en a qui s'en rendent compte. D'un côté, tu as des lobbies qui sont dans l'ultra-pollution, eux qui vont te mettre des nanoparticules, des particules ultra fines, ils s'en foutent, ils vont polluer l'environnement, ils vont te dire mais non, c'est pas grave. Et ils vont faire en sorte que tu te détournes des sujets. Ils vont comme ça aller créer carrément un autre continent avec leurs poubelles de tout ce pétrole transformé en plastique. Ils vont derrière encore voyez-vous, polluer des lacs, ils vont faire des mauvais traitements, on le voit même pour certaines industries alimentaires également, faut le reconnaître. Il y a un sujet qui est vaste, mais on oriente toujours vers cette idée de l'ère zéro émission nette. Ça n'existe pas. Il faut tuer les êtres humains dans ces cas-là, et les animaux, et les végétaux, et tout ce qui est fongique, et tout le reste. Le plan est fondé sur 4 piliers. Un environnement réglementaire prévisible et simplifié, un accès plus rapide au financement, le renforcement des compétences et l'ouverture des échanges commerciaux pour des chaînes d'approvisionnement résilientes. La proposition numéro 7. Les États membres ont été invités à exposer dans leur programme de stabilité ou de convergence pour 2023 de quelle manière leur plan budgétaire garantira le respect de la valeur de référence de 3% du PIB fixé pour le déficit ainsi qu'une réduction plausible et continue de leur dette ou le maintien de leur dette à des niveaux prudents à moyen terme. Et là, la Commission oblige, mais le met sous une autre phrase, à inviter les États membres à supprimer progressivement les mesures budgétaires nationales prises pour protéger les ménages et les entreprises face aux chocs sur les prix de l'énergie, à commencer par les moins ciblés. Ce qui veut dire qu'elle entend par là que l'électricité qui est indexée sur le gaz, qu'ils ont monté de façon artificielle, avec des entreprises qui existaient que sur le papier, qui ne faisaient pas la création d'énergie, qui ne transportaient pas l'énergie, qui étaient seulement inscrites, ces entreprises, comme des fournisseurs d'énergie, on puisse faire un pognon de dingue par ces marchés, acheter, revendre leurs quotas qu'ils avaient pour ceux qui délivrent vraiment les services. Et aujourd'hui, une fois qu'ils ont fait chou gras, c'est bon. Retournons au lambda avant qu'on remette à nouveau sur le devant de la scène. Pour nous, en France, l'arène, accord historique hein, sur le nucléaire et sur la façon dont on a réparti en fait la production en voulant créer des concurrences. Parce que le monopole était un danger, et donc il fallait créer des concurrences pour tirer le tarif à la baisse et que elles-mêmes, ces entreprises, puissent dans leurs bénéfices réinvestir dans ce qu'ils appellent l'énergie verte, le côté propre. Encore une fois, de l'arnaque. Et personne ne s'interroge sur qui est à la tête de ces sociétés. Et moi, et je l'avais dit déjà à l'époque quand j'étais confronté avec certains, que c'était des lâches, que de cette barrée d'EDF ou de ce genre de choses. Parce que peut-être que sur le moment, ils font 20 € d'économie par mois, donc à l'année, ça fait 240 €, c'est bien pour les mômes, pour se vêtir, faire une sortie, mais qu'à la fin, ils vont tous y perdre, et qu'ils nous foutent nous-mêmes dans la merde. Et qui permettent justement à ces sociétés de grandir, et au moment opportun, d'augmenter les prix, donc que tout le monde se barre de chez eux, qu'ils résilient les contrats, qu'ils aient des quotas et qu'ils les revendent sur le marché, et qu'on se fasse tous baiser. Je vous l'ai dit, c'est une question de choix, de responsabilité, et certains s'en sont carrément désistés. C'est bon, on ne veut pas de pacte avec ça, on ne veut plus réfléchir, on verra ce qu'il adviendra, après moi le déluge. Proposition 17.
Le gouvernement prévoit une croissance du PIB réel de 1% en 2023 et de 1,6% en 2024. À titre de comparaison, les prévisions du printemps 2023 de la Commission tablent sur une croissance du PIB réel plus faible, de 0,7% en 2023 et de 1,4% en 2024, principalement en raison de la plus faible contribution à la croissance en 2023 de la demande intérieure provenant de la formation brute de capital fixe et des stocks et en 2024 de la demande extérieure. Qu'après vous en avez bien d'autres encore. Proposition 29. Au-delà des défis économiques et sociaux que vise à relever le plan pour la reprise et la résilience, la France fait face à des défis supplémentaires liés à la pénurie de compétences et aux inégalités existantes dans le système éducatif, ainsi qu'à la politique énergétique et à la transition écologique. Excusez-moi, mélanger pénurie de compétences avec transition écologique et politique énergétique, il y a quand même un problème. Mais un point, tu passes à autre chose. Le côté des inégalités, soi-disant, dans l'éducation, ce qui veut dire par là les pauvres racisés face aux méchants blancs qui, eux, ont le droit d'accéder à des universités de haute catégorie, font des études. Oh, on le voit, hein. Je ne sais pas qui vous l'aurez comme ça, mais on le voit, hein. Ceux qui bénéficient de formations payées, de cursus favorisés par justement cette discrimination positive, on le voit. Vous ne trompez personne avec l'application là qu'ils ont sortie, Parcoursup. On sait très bien pourquoi ça a été mis en place. Les pénuries de main-d'œuvre continuent d'augmenter. Bah ouais, parce qu'on fait venir des gens, on dit que ce sont des chances pour la France qui vont augmenter notre capital, la croissance, donc ils vont participer à une dynamique financière de production et d'exportation alors qu'il n'en est rien. Nous faisons venir par rapprochement familial des gens qui veulent seulement des aides sociales. Et lorsqu'on le prouve par les chiffres, à nouveau c'est vérifiable, on va nous dire mais non, tu comprends pas. S'ils n'ont pas accès au travail, c'est parce qu'ils sont discriminés. Et excusez-moi les gens, vous êtes tant déconnectés de ça, de la réalité. Vous n'avez jamais côtoyé ou vu ces gens, regardez leur comportement, comment ils se présentent à un entretien d'embauche, arrivant 10 minutes en retard, à peine vêtis, sentant mauvais pour certains. Ah, vous allez dire que j'exagère. Non, c'est la réalité. Parce qu'ils savent très bien comment fonctionne le système. Ils vont aller au rendez-vous obligatoire, mais faire en sorte de ne pas être présentables, recrutables. Selon l'enquête de 2023 sur les besoins en main-d'œuvre Pôle emploi, 61% des employeurs anticipent de nouvelles difficultés de recrutement en 2023, en particulier pour la main-d'œuvre qualifiée dans la construction et l'industrie, deux secteurs durement touchés par la transition écologique et numérique. Ce qui mène à ces gens qui disent « Moi, je ne travaille pas pour 1300 balles. Un SMIC, c'est mort. J'ai pas de diplôme, mais je veux au minimum 2K par mois. » L'autre, il a un petit BAP, un CAP ou un BEP, il va prétendre à 2500. Puis celui qui a bac plus 5, lui, il est à 4000 euros. Dès le début. Hein. Après, il va se ramener à la réalité de ce qui est vraiment le monde du travail. Ça va être une autre paire de manches. Mais regardez. Là, on voit que les gens ne veulent plus travailler. Donc à ce moment-là, il faut quand même les payer. Sinon, ils viendraient à se mettre en ruine, ils viendraient t'endetter, même s'il y en a certains qui passent par ces cases-là. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont tirer sur le budget de l'État. Ils vont continuer, par contre, à avoir des APL pour leur logement, à obtenir du RSA ou de la AH pour d'autres, allocation adulte handicapé. Et bien d'autres aides encore par les subventions. Là aussi, il y a un sujet, il y a une matière à traiter. Combien d'assos ont vu le jour, c'est des milliards qui leur sont distribués tous les ans. Et je ne parle pas que pour les migrants. Regardez les dépenses qui en fait partie. Et bien quand tu tires sur le budget, il faut bien que lui il se reconstitue. Tu es en train de lui amaigrir son enveloppe. Et bien il va augmenter les taxes. Les taxes, il va faire en sorte que l'essence, elle ne diminue pas, elle reste à un niveau élevé, parce que derrière, il y a énormément de redistribution à avoir, même si, encore une fois, il y a les profiteurs, il y a les corrupteurs, il y a ceux qui s'en mettent plein les fouilles, il faut le reconnaître aussi. Asselineau, c'est quand même l'un des seuls représentants d'un parti politique qui s'affiche fièrement avec le drapeau français,
qui met le symbole de la croix de Lorraine, et pas comme une Morano pour tenir des propos plus qu'immondes sur des enfants palestiniens et accepter ce qu'ils appelleraient des dommages collatéraux, là on a une vraie figure, quelqu'un qui justement a une face, qui peut se regarder dans la glace. Et lorsqu'il a un reflet, il n'y a rien de nauséeux. Au contraire, il y a de la fierté, il y a des choses, il a prouvé, il a de la connaissance, c'est quelqu'un d'intelligent. La survie de la France, c'est la sortie urgente de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Une table, deux drapeaux français, l'un avec le rameau d'olivier de l'UPR, qui ramène à la paix, l'autre, et qui ramène au passage à un symbole chrétien, l'autre avec la croix de Lorraine. Le décor est posé. Jeudi soir, dans la salle intercommunale de l'Axou, François Asselineau, président fondateur de l'Union populaire républicaine, parle à une salle comble. Une centaine de sympathisants venus l'écouter durant 2 heures dans le cadre de sa campagne pour les européennes. C'était à l'époque. Nous avons 0 € d'emprunt bancaire. Nous sommes un parti libre. Nous ne sommes tenus par personne, débute-t-il en balayant l'idée qu'il soit complotiste ou pro-Poutine. Je cite, « Je ne reçois pas les fameuses valises de Poutine. » Ah, c'est étrange. Lui pourrait se prévaloir d'être anticapitaliste. En tout cas dans une certaine forme. Comparé aux gauchistes qui toute l'année dénoncent le système capitaliste, le modèle d'une économie qui dépense sans compter, qui fait n'importe quoi de l'argent, mais qui au moment des élections ne va pas hésiter à dépenser des millions pour faire des affiches et les placer partout. Là, à ce moment précis, il n'y a pas de pollution écologique. Les affiches avec la colle et que je t'en mets là, et que je t'en mets là, même en dehors des panneaux qui sont faits pour, ils vont vraiment te les poser partout. D'ailleurs, on voit une chose également, c'est la différence de démocratie entre les socialistes et ceux qui sont nommés droitards. Parce que les affiches de Le Pen, enfin de Bardella et de Marion Maréchal Le Pen sont arrachées à tout va. Par contre, vous pouvez vous balader des campagnes jusque dans les villes, les affiches LFI, pour la plupart, sont intactes. Là est la différence, encore une fois, de cette démocratie. Des gens haineux qui veulent tout arracher et faire taire leurs opposants, les traiter de tous les noms, et en fait ne présentent jamais rien de concret. Juste, ils savent chouiner sur leur propre sort. Et les autres, qui font un constat, peut-être qui ne plaisent pas à la masse, parce que de temps en temps, il y a des extrémismes qu'il faut stopper pour pas entrer dans des gangrènes, dans des maladies, quand tu souhaites en même temps diagnostiquer et apporter un soin à la société. Vous voyez, il faut, on va dire, trouver la juste mesure, le périmètre d'activité. Et c'est là le problème, des fois, de certains qui viennent à s'enrager après. François Asselineau a dézingué déjà Jordan Bardella et Marion Maréchal. Je le cite, ils soutiennent l'UE, l'OTAN, l'Ukraine. Il rappelle l'histoire à la rescousse, convoque De Gaulle et Jeanne d'Arc, je cite, « Moi je suis mandaté pour bouter l'Union européenne hors de France. » Tonnerre d'applaudissements. Il ne veut pas pactiser avec d'autres partis, il veut, je cite, « rassembler tous ceux qui veulent rendre la souveraineté nationale aux Français. » L'objectif des États-Unis, c'est de nous détruire. Pour François Asselineau, l'immigration torrentielle, aujourd'hui j'ai 3-4 mots qui sont mâchés, j'ai une longue journée, une rando qui était derrière, ce qui n'excuse pas que je vienne à dévorer les mots, mais l'appétit est là. L'immigration torrentielle que subit la France, c'est l'Union européenne qui l'impose. Pulvérise au passage Giorgia Meloni, première ministre italienne, revient à Jordan Bardella, je cite, qui est l'un des candidats du système. C'est Macron numéro 2. Dans ces élections européennes, tous mentent aux Français. Ils se foutent de notre gueule tous les 5 ans, et tous les 5 ans, ça marche. Il repart outre-Atlantique. Nous sommes devenus une colonie des États-Unis. L'objectif des États-Unis, c'est de nous détruire. Fin de citation. Il minimise le rôle du Parlement européen et estime que s'il obtient des députés, leur rôle sera limité. Je cite. On ne promet pas la lune. On veut mettre les pieds dans le plat. Demander des explications et attirer l'attention. Pour ceux qui se questionnent sur d'autres propositions de l'UPR et de François Asselineau, vous les avez sous les yeux. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est interdire les OGM, y compris dans la nourriture animale. Donc étrangement, les écologistes, ceux de gauche, ils devraient se retrouver dans ça. Au lieu d'être là, toujours à beugler. D'instaurer le référendum d'initiative populaire. Toute voix sera entendue. Là, il n'y aurait pas de fascisme. Il n'y aurait pas de communisme, qui est en soi une forme de fascisme, où la tête dirigeante, avec son planisme, tue les autres.
Et même, allons plus loin dans la démocratie, puisqu'il veut carrément reconnaître le vote blanc. Ce qui veut dire qu'à un moment, si les politiques, on les voit tous mafieux ou du même ordre, de même obédience, on peut dire ah, c'est quoi ces alliances-là? Ni pour l'un ni pour l'autre. Chut, balez-moi ça. On va mettre quelque chose d'autre à la place. Et bien d'autres propositions encore. Alors demain, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, ça sera pour l'UPR. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire ils vont faire 5%, 10%, ce genre de choses. C'est au moins de savoir qu'on peut se regarder dans une glace. Que ce que l'on porte est bien avec nos convictions. Pas voter juste pour une tête comme ça parce qu'on l'a vu 2, 3 fois dans les médias. Quel est le programme? Et même là, pour être en toute franchise, que ce soit chez Asselineau, Bardella, et d'ailleurs les autres ailleurs et compagnie, je trouve que tout est frêle. Je ne vois aucun programme qui pourrait être semblable, voyez-vous, à... Je ne vais pas mettre en comparatif à Theodor Kaczynski, qui est un terroriste, mais voyez, qui avait fait un manifeste avec des revendications, avec, on va dire, l'établissement de ce qu'il voyait qui n'allait pas, et pourquoi pas avec la proposition de solution. C'est trop faible. Pour des gens engagés depuis je ne sais combien d'années, on attend un vrai programme. Alors, moi, ce que je vous propose, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais c'est dans les mois à venir, je vais étudier toutes les propositions, de la plus extrême gauche à la plus radicale droite. D'accord? Je vais prendre tout ce qui me semble intéressant. Comme je l'ai fait pour les lectures ou pour ce genre de choses, pour mes analyses, j'ai toujours, vous avez vu, été prendre là, et puis j'ai pu mixer les choses et donner un grand sens à ce que j'en vois. Et ben, on établira un vrai programme. Je ne me présente pas en politique ou ce genre de choses. Hein. D'ailleurs, en général, d'après certains, il faut attendre 30 ans. Mais voyez-vous, au moins, il y aura déjà les bases de quelque chose de solide que quiconque pourra reprendre à sa guise. Parce que ça ne m'appartiendra pas. Ça appartiendra au monde, en fait. Vos propositions qui ont été les plus concrètes, auxquelles peut-être vous adhérez ou non. C'est un ensemble qui rejoint peut-être d'ailleurs l'idée même de VA. La victoire est assurée. C'est le côté de symbole V qui était tagué pour victory, en résistance face à ces nazis, face à ces oppresseurs. Et en renversant le système, cette lettre devient A, l'avenir qu'on a bâti. Et petit à petit, on peut comme ça vivre en amour, on peut, voyez, se ramener à un slogan. Et VA, c'est aussi la notion qu'il n'y a pas un chef et les autres suivent, qu'il n'y a pas, voyez-vous, allez faire le combat et moi je vous regarde. Ou inversement, moi je vais aller combattre pour vous et vous viendrez après pour m'aider. Non, c'est on va ensemble. Tous, on est sur le même rythme. On n'est pas en marche, non, on va. On est sur un rythme commun. Voyez, on est un lot, un peu comme une unité plus une unité qui sont unifiées. C'est un lot. On ne les a pas effacés, on les a fortifiés. La vérité est notre avenir, des valeurs sont ancrées. Je vous souhaite une excellente soirée et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez, en tout cas, partager pour qui vous allez voter. À bientôt.